Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Bonjour Abdelhadi. Bonjour Julie. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. On est sur Paris, mais toi tu viens pas de Paris, tu pourras expliquer un peu ton parcours. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en 30 secondes rapidement avant qu'on passe aux choses sérieuses ? J'ai 34 ans, 35 ans. Faut que j'accepte que j'ai 35 ans. C'est un premier sujet déjà. C'est un premier sujet, tout à fait, parce que le temps est relatif à chacun. Et je suis expert comptable à Luxembourg et en France. Voilà. Ok, cool. Si je dois me présenter de manière professionnelle, c'est ça que je suis. Ouais, tu peux même, si t'estimes que ça te représente, tu peux parler de ta famille, dire si t'es marié, si t'as des enfants, c'est comme tu veux, comment tu te présentes. C'est pas que professionnel le podcast, tu verras, on parle un peu de tout. Donc. Ok. Alors, terme familial, oui, je suis marié, deux magnifiques enfants. Et évidemment, magnifique. Évidemment, ils sont pas moches. Et et ma famille est un peu le moteur de qui je suis professionnellement. Ah, trop bien. Bon, on pourra en reparler en tout cas, après. Une source d'énergie, pardon. Ouais, quand on abordera vie pro, vie perso. Mm-hmm. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, on va commencer un peu par la jeunesse, même si tu n'es pas vieux. À 35 ans, on n'est pas vieux. Pour dire, voilà, où est-ce que tu as grandi, dans quel cadre familial, quelles études tu as faites, quel type d'élève t'étais quand tu étais à l'école. Et puis, en gros, on va tout dérouler jusqu'à aujourd'hui Okay. pour savoir ce que tu fais. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es né ? Je suis né à Mont-Saint-Martin, dans le Grand Est, à la frontière luxembourgeoise. Et t'étais dans quel type de famille ? Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Qu'est-ce que font tes parents ? Donc, je suis né dans une famille j'ai grandi dans une famille de 7 enfants. Mes parents vont très bien. J'ai pas compris le but de la question. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie ? Qu'est-ce qu'ils faisaient peut-être Alors mon père était maçon, il est retraité maintenant, et ma mère elle s'occupait de nous. Donc elle était mère au foyer. Et belle profession. Comment tu le vivais ? Toi, t'étais plutôt dans les aînés ou t'étais dans les derniers de tes frères et sœurs ? Au milieu. Au milieu. Je suis l'enfant du milieu. Et comment t'étais quand t'étais petit alors ? L'enfant médian, on a 3 au-dessus et 3 en dessous. Comment j'étais ? J'étais un enfant qui, et c'est même un sujet aujourd'hui, qui cherchait à faire plaisir, à plaire. Voilà. En développement personnel, on appelle ça un sois gentil. Ah bah, on y reviendra tout à l'heure. Mmh. Tu cherchais à plaire à qui ? À tes frères et sœurs, à tes parents, à tout le monde ? Mes parents d'abord tout. Quand t'es enfant, je pense que c'est les parents c'est le regard des parents, tu cherches l'amour des parents. Et ouais, donc c'était ce genre d'enfant. J'étais un enfant mignon. Et à l'école, alors, t'essayais peut-être d'avoir des bonnes notes pour leur faire plaisir, justement ? Ouais, mais j'arrivais pas. Je faisais plaisir. En tout cas, j'étais manipulateur. Tu vois, J'espère que ça a changé. Vrai true story. C'était, disons que je savais m'en sortir par des pirouettes, quoi. Donc les notes, ce que je savais pas faire, je savais le combler différemment. Tu faisais quoi ? Tu trichais ? Non, c'était pour plaire. Je savais plaire je savais faire plaisir par plein de manières, en fait. Par ma gentillesse. Ok, mais du coup, t'étais pas forcément bon élève, t'étais même... Non, j'étais pas un mauvais élève, j'étais plus ou moins bon. C'est relatif, honnêtement, mes souvenirs quand j'étais petit, j'étais pas un premier de la classe. J'ai jamais été l'élève le plus studieux du monde, jusqu'à très récemment.
Et ouais, Mais c'était pas... j'étais moyen, comme dans ma famille en fait, j'étais au milieu. C'est ça. Mais comme tu disais que tu essayais justement de plaire, est-ce que c'était pas quelque chose qui te frustrait justement que tu sois pas dans les meilleurs? Enfin, pour toi, Non, non. ça m'a jamais gêné. J'ai toujours été ok avec ça. Ok. Tant que j'étais pas entre guillemets dans le négatif. Ok. Voilà. Donc ça te satisfaisait d'être dans la moyenne et... Ouais, j'ai toujours été ok avec ça. Ok. Et ça, c'était pendant toute ta scolarité ou... Disons que j'ai fait en sorte de jamais avoir de problème. Donc ouais, toute ma scolarité. Problème, ça veut dire me faire disputer par mes parents parce que j'ai des mauvaises notes. Ou j'ai vu que tu m'as regardé de manière circonspecte. Circonspecte, bref, tu m'as compris. Oui. En sorte de passer... Ouais, voilà. T'avais quoi? T'avais 11 par là? Entre 11 et 16. Ah oui, Si on doit c'est une grosse fourchette là, c'est un Non, râteau. mais j'étais parfois j'étais bien. Je vois, il y a des matières où j'étais bien. Ça dépendait des matières, mais en tout cas, t'étais pas dans les premiers de la classe, t'étais un élève moyen, on dirait. J'aime pas ce terme de moyen. Ah, vas-y. J'aime pas ce terme d'élève moyen, ça veut rien dire en fait. Parce que un élève, un enfant, en fonction du cadre, du contexte, il va briller ou pas, en fonction de l'intérêt qu'il va avoir ou pas pour la chose. Donc non, moyen, ça veut rien dire pour moi, c'est même péjoratif. Oui, dans le sens où c'est pas les notes qui définissent ta valeur en tant que personne, c'est ça que Mais même en termes de placement, tu vois, même moyen, même quand je disais tout à l'heure, j'étais l'enfant du milieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on rentre dans la thérapie. Mais Qui va faire la thérapie? C'est ça, quoi. Et donc, non, j'étais pas un élève moyen, j'étais très bien. Non, c'est vrai. Et tu t'es lancé dans un bac général? STT. Donc ça, c'était quoi? C'était l'ancien ouais, STMG? Exactement. Donc c'est déjà l'ancien STMG. Ouais, c'est ça. Et tu te souviens pourquoi est-ce que c'est un choix que t'as fait ou est-ce que c'est tes parents qui ont décidé? Comment ça s'est... J'avais fait une seconde générale et après j'avais le choix entre une filière scientifique ou donc dans mes vœux, hein, j'avais mis en premier vœu scientifique et la deuxième vœu de technologique et tertiaire. Et j'ai choisi la deuxième par pure flemme. Je suis très honnête avec toi. Parce qu'à l'époque, tu savais... Parce que j'avais un... Tu savais pas ce que tu voulais faire? Non, je savais ce que je voulais pas faire. J'avais un modèle à la maison qui est ma frangine, qui est la personne la plus studieuse que j'ai jamais vue. Et ça m'angoissait en fait de l'avoir bossé autant. Tu vois, elle a toujours excellé, elle le fait toujours, mais ça m'a fait peur. Et je me rappelle avoir pris cette décision parce que je voulais me rassurer en fait et voulais faire quelque chose sur lequel j'étais sûr que j'arriverais. Ok, donc à l'époque, tu sortais pas trop de ta zone de confort alors. En tout cas, c'est comme ça que je le retranscris aujourd'hui. Donc ouais, et donc, sur ce sujet. Et t'avais une idée déjà ou pas du métier que tu voulais faire? Aucune idée. Ah non, ça c'est venu tard. Enfin non, c'est venu en fait quand je suis rentré dans le STT, dans la filière tertiaire là, où c'est une prof qui m'a fait aimer la matière, la compta, la gestion, compta-gestion, par sa gentillesse, sa bienveillance et sa pédagogie. C'est marrant parce que ça, c'est ce que j'ai déjà interviewé pas mal de personnes. Souvent, ils parlent d'un prof en particulier qui les a inspirés et c'est pour ça que c'est super important. Je vais le redire, mais je sais qu'il y a des profs qui vont écouter ce podcast et du coup justement d'être passionné par ce qu'on fait, de transmettre cette passion pour que des fois ça peut créer des vocations. Un prof qui est passionné et passionnant peut donner par exemple un expert comptable ou peut donner un médecin ou autre ou un boulanger. Mais je remercie tous les profs, toutes les personnes qui ont, j'en profite si jamais quelqu'un m'entend, qui dans l'éducation nationale, qui ont pu de près ou de loin participer ou impacter mon éducation. J'ai une gratitude infinie et elle est tellement grande que je peux même pas retrouver, enfin comment dire, l'exprimer
individuellement à ces personnes. Et c'est Madame Roussel au mixte, pour ceux qui écouteront de Longwy, qui m'a fait aimer la matière compta. Et donc, du coup, toi, t'aimais la Et compta. merci si jamais vous écoutez ça, merci Madame Roussel. Donc, toi, là, à ce moment-là, t'aimes la compta et tu te dis direct, je veux être expert comptable ou qu'est-ce que C'est ça. tu te dis? C'est ça, je me suis dit, à quel métier ça peut mener? Ça peut mener à l'expertise comptable. Donc il y avait deux choses en fait. Donc le fait que je sois frontalier luxembourgeois, à l'époque, c'était la filière avec l'informatique la plus sûre pour trouver un job. Ça l'est toujours aujourd'hui, je pense. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est mon raisonnement de l'époque. Sûrement, t'as sûrement raison. Donc c'était la filière la plus sûre pour trouver un job. Et secrètement, j'acceptais pas de faire une filière tertiaire, encore une fois en comparaison à mes frères et sœurs, et de n'être, entre guillemets, de ne faire que un bac plus 2 ou un bac plus 3. Donc dès la première où j'étais en technologique et tertiaire, je voulais faire des grandes études. Donc je voulais pousser une expertise comptable. Oui, direct, tu t'es pas mis de barrière, tu t'es dit, moi, mon goal, c'est... J'ai toujours été ambitieux. Ouais. Mais ça, c'est important, je pense. Enfin, ça dépend des gens, mais... J'ai eu la chance d'être ambitieux. Je le conscientise aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un subconscient. Et donc, là, tu trouves un peu un but au final à ce que tu fais, à tes études. Est-ce que, du coup, t'étais plus motivé et tu bossais plus parce que tu t'es dit, il faut que je sois bon dans ce que je fais pour pouvoir après être expert comptable ou... Non, je visais pas l'expertise. Je savais que j'irais loin, je pousserais dans les études, mais je me disais pas, il faut que je sois expert comptable. J'étais juste ambitieux. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire, hein. Et tant mieux. Mais cette ambition, je pense que je la tiens de mes parents déjà, de 1. C'est quelque chose qu'ils m'ont transmis. Et j'étais encore dans une phase où je voulais juste avoir le bac. L'objectif, c'était le bac au lycée. C'était pas du tout un métier, c'était le bac. Et t'étais plutôt quel type d'élève? Alors, est-ce que tu bossais beaucoup? Est-ce que t'étais plutôt avec les copains? Qu'est-ce que tu faisais? J'ai toujours mis un point d'honneur à prendre du plaisir dans ce que je fais. Donc, et j'ai trouvé beaucoup de copains. Si mes parents m'écoutent, ils vont me rappeler des souvenirs. Mais j'ai toujours pris beaucoup de plaisir au divertissement, à m'amuser, au fun, tout en m'assurant de réussir convenablement. Tu vois, je cherchais pas à être le meilleur, mais je cherchais quand même un minimum syndical. Donc tant que j'étais autour de 12-13 pour donner une fourchette, ça m'allait. Ça veut dire que je pouvais m'amuser. J'avais le droit de m'amuser. Je m'autorisais, voilà. C'est ça. Et donc, alors, t'obtiens ton bac du premier coup? Ouais. Oui. Ok. Avec mention ou pas? Non, sans mention, mais pas loin de la mention. Ah, tu vois, pareil, 11,5, ouais, entre 11, genre 11, je sais plus, la mention c'est à 13, je crois, je sais plus. Mais j'étais à 0,5 de la mention. C'était ça. Et pour choisir alors tes études post-bac, comment t'as fait? Est-ce que t'avais plusieurs choix qui s'offraient à toi? Comment t'as choisi ce que t'allais faire? Encore une fois, c'est cette professeure que j'ai eue, cette enseignante qui m'avait donné un prospectus. J'avais aucune idée de ce qui se faisait ou pas. Elle m'a donné un prospectus sur le DCG, DPECF, ça s'appelait à l'époque. Elle m'a dit, tiens, je te conseille ça. J'ai pas cherché à comprendre, je me suis inscrit. Et je crois que je me suis inscrit à nulle part ailleurs, en fait. Tu t'es inscrit dans une seule école? Ouais. Et t'as été pris, heureusement? Ouais. Donc là, t'arrives... alors, je sais plus comment ça marchait à l'époque. On avait une année. Comment ça marchait pour valider le premier palier? Parce qu'il n'y avait pas licence, master... Exactement. Je suis tombé dans mon cursus, dans la réforme LMD, licence, master, doctorat. Donc avant ça, c'était le DPECF. C'était un diplôme préparatoire aux études comptables et financières. Et une fois que tu validais cette année, tu passais en DECF. Et DECF, c'était l'équivalent du TCG 2. Tu vois, deuxième année. Ok. Et du coup, donc là, tu découvres vraiment plus les matières vraiment de gestion en approfondi. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça correspond à ce que toi, tu voulais faire? Ce que je découvre surtout, c'est un nouvel univers, celui de la fac.
Euh, et, euh, et disons que ça s'est quand même bien passé, où j'avais le même rythme que quand j'étais au lycée. J'avais des amis, des nouveaux amis, un nouvel environnement, et beaucoup plus de liberté entre guillemets. Donc je sortais du cocon familial, j'avais mon propre logement, etc., etc. Donc un petit peu d'épanouissement, on va dire, autonome. Et ce qui m'a frappé dans mon DPECF, c'est que c'était un diplôme qui était quand même difficile et que j'ai validé du premier coup sans trop forcer, tu vois, en toute humilité, hein, sans trop travailler. Disons que je faisais j'ai resté sur mon régime de je fais ce qu'il faut, ok. Et j'ai pris une grosse claque après, donc du coup il y avait la réforme LMD en DCG2, j'ai pris une grosse claque parce que mes acquis, et j'avais été prévenu par une des professeurs faites attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers, parce que j'ai pas travaillé en fait. Donc je me suis dit, première année, je l'ai eu, c'est bon. Et là c'était ouais, une belle surprise. Oui, parce que la deuxième année, en général, moi, ce que je dis, c'est la plus dure, je trouve, quand on passe justement les matières qui sont plus techniques, droit fiscal, finance d'entreprise. Ouais. J'avais assuré quand même un minimum, tu sais, de matières qui semblaient difficiles, comme la finance, ça paraissait dans la classe, hein, très difficile à obtenir, etc. Et je l'avais validé tout de suite. Y avait des matières comme ça qui paraissaient compliquées, que j'arrivais à valider. Par contre, de manière générale, globale, c'est pas sur la difficulté de la matière, mais sur la quantité de travail à fournir. En fait, il fallait travailler pour réussir. Et là, je l'ai découvert, mais concrètement, quoi. Et quand tu disais que tu t'es pris une claque, c'est au début de ta deuxième année, et du coup, tu as rectifié le tir, ou c'était à la fin? Non, j'ai pas du tout rectifié le tir tout de suite. J'ai essayé de rectifier le tir, mais c'était trop tard. Parce que les examens, c'était en fin d'année. Et j'ai pris ça à la légère, en fait. Et ça, c'est un regret que j'ai entre guillemets gardé jusqu'à récemment. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour se construire. Et du coup, t'es passé en troisième année, t'as redoublé? Oui, tu passes quand même en troisième année parce que j'avais validé quand même pas mal de matières. Enfin, la majorité des matières, donc tu passes quand même et tu as des nouvelles matières et puis tu peux repasser les matières loupées. Enfin, voilà, tu connais le principe. Enfin, en DCG, chaque unité est indépendante et tu peux la repasser en même temps que les autres. Et donc oui, j'ai repassé en troisième année, mais j'avais juste plus de travail. Et tu l'as obtenu? Non. Non, tu l'as pas obtenu? Pas du tout. Parce que j'ai pas fait ce qu'il faut. J'ai pas pris la mesure du travail à fournir pour l'obtenir. Et donc, comment est-ce que tu t'y attendais à ne pas le valider, ou tu pensais jusqu'au bout te dire ça va passer? Ouais, je crois que je m'y attendais. Peut-être que j'étais dans le déni. Je sais pas. En fait, mon ambition, c'était plus d'obtenir absolument le DCG, c'était plus profiter de ma vie étudiante, tu vois. J'avais ce sujet là. Enfin, c'est un peu bête avec le recul, mais quand j'étais dedans, je prenais pas cette hauteur, quoi. Pourquoi tu dis que c'est bête? Parce que ça fait partie de la vie aussi de Ça fait partie de la vie, tu vois, mais c'est pas que les études. Mais si je dois me conseiller à Abdelhadi il y a 10 ans, ou je sais plus c'était quand, en 2009, 12, entre 9 et 11, je me dirais, ce que tu fais, c'est bête. Et comment t'as réagi alors quand t'as vu que tu l'avais pas obtenu? Tu te souviens ou pas? Oh, j'accepte assez facilement mon sort, de manière générale. Donc je relativise. Je le repasserai en candidat libre, tu vois. C'est ça que je me suis dit. Comment t'as fait du coup? T'as entre guillemets redoublé? T'as refait une quatrième année dans une école? Ou comment t'as fait? T'as travaillé? T'as passé les yeux en candidat libre? J'ai profité encore un an. C'est-à-dire que je me suis inscrit en DCG en candidat libre. Pardon, dans une école à Montpellier. Donc là, j'étais à Nancy. Et donc, j'ai dit, bah, écoute, quitte à profiter, quitte à pas valider, autant ne pas valider au soleil. J'ai honte. Et donc, je me suis inscrit à une école payante. Ça m'a fait mal. Pour être honnête, ça m'a fait un peu chier.
mais je crois que j'avais besoin de ça, de sortir de mon environnement et de changer d'environnement, ce qui m'a permis de valider que d'autres matières, mais pas le DCG en entier. Ok. Ouais, je restais dans une certaine sorte de sabotage où je pourrais pas l'expliquer. Là, il faut vraiment que j'aille en thérapie là-dessus. Il faut qu'on en discute. On est là pour ça. On est là pour ça, bien sûr. Mais alors, pareil, tu t'y attendais ou tu pensais valider Je peux pas dire que j'étais surpris. Mais la question que je me pose maintenant, là directement, c'est est-ce que c'était important pour moi ou pas? Donc j'imagine que ça l'était pas. Et alors, pareil, qu'est-ce que tu décides? Tu refais une autre année dans une école Non, ou... non. Après ça, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis revenu donc pendant les vacances d'été et j'ai décroché un job étudiant dans une fiduciaire à Luxembourg. Donc je reviens chez mes parents, quoi. Et donc c'était un job de 1 mois et j'ai eu, en tout cas, la présence d'esprit, j'appellerais ça comme ça, de prendre un job étudiant dans la compta. Tu vois. Et donc c'était un contrat intérim de 1 mois. Et à l'issue de ce contrat intérim, il me propose un CDI. Ouais. J'ai été très surpris, mais finalement, ça m'allait très bien. C'était le Graal, hein. Donc j'étais très content en fait d'avoir obtenu ce CDI. Et tu faisais quoi là-bas du coup? Comptable junior. Donc c'est-à-dire en termes de mission? Saisie bancaire, saisie des extraits bancaires, saisie des factures, vraiment la saisie pure d'un comptable junior ou je sais pas, un assistant comptable. Et c'était quelque chose que tu recherchais de travailler au Luxembourg ou c'était juste une opportunité? Non, je savais que je reviendrais à Luxembourg dans tous les cas. En fait, comme je suis né à la frontière, ma famille est là, j'avais jamais vu les choses autrement. C'est un peu fermé d'esprit, mais c'était comme ça. Et donc, parce que comment ça se passe quand on veut travailler au Luxembourg, par exemple? Parce que toi, t'étais français, t'avais pas la nationalité luxembourgeoise. Moi, je suis frontalier, ouais. Même aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et comment on fait pour... Enfin, c'est assez facile. Est-ce qu'il faut un titre de séjour ou quelque chose? Non. C'est un pays européen et c'est aussi compliqué que d'aller en Belgique, en Allemagne ou en Espagne. Il faut juste la carte d'identité. Ok. Et est-ce qu'il y a des différences au Luxembourg? Je sais pas. Est-ce que les salaires sont plus élevés ou... Oui. Le salaire est plus élevé, la vie de manière générale est plus élevée, le coût de la vie est plus élevé, les loyers sont beaucoup plus élevés, ça c'est ridicule, mais bon, on peut en parler. Donc oui, les salaires sont on va dire indexés sur le coût de la vie, quoi. Ok. Ouais. Donc là, à ce moment-là, t'acceptes le CDI et tu passes les épreuves en candidat libre, alors c'est ça? Ça c'est ce que je m'étais dit. Mais j'ai été pris par le piège du CDI et de l'activité à Luxembourg. C'est que j'ai jamais pris le temps de me réinscrire, quoi. Ouais. Et alors, tu vas bien finir par le valider, ce DCG, un jour? Comment tu fais alors? J'ai validé. C'est encore l'année d'après? Comment tu... Je l'ai validé 10 ans plus tard. Ah oui? Ouais. Je l'ai validé il y a quelques années seulement. Ah d'accord, je savais pas. Ouais. Parce que j'ai mis de côté finalement. En fait, le Luxembourg c'est pas le Luxembourg, mais c'est le travail, la vie active m'a fait changer de lunettes, de voir la manière de voir mon monde en fait, et j'avais plus cet intérêt de passer le diplôme parce que ce que je me disais c'était j'ai un job assez bien payé, ou même par rapport à la France déjà c'est sûr que c'est très bien payé. J'ai un job confortable. Enfin, je vois pas en quoi j'ai besoin de repasser le diplôme, en fait. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Au final, t'as un job, et on te dit, en gros, on s'en fout de ton diplôme, donc pourquoi... C'est même pas qu'on s'en fout, c'est ils ont même pas demandé après. Tu vois, ils ont même pas demandé après. Enfin, c'est pas ce qu'ils regardaient. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce qu'ils regardaient. Ouais, ils regardaient mes compétences sur le terrain. Et du coup, t'étais dans un cabinet à ce moment-là? C'est une fiduciaire, ouais, c'est une fiduciaire. Et c'est quoi une fiduciaire? C'est pas le cabinet comptable tel qu'on le connaît classiquement. Tu vois, c'est plus c'est ce qu'on appelle un professionnel du secteur financier. Tu vois, elle est enregistrée PSF et elle est soumise, elle est régulée par l'AMF du Luxembourg, c'est la CCSF. Ok. Donc là, parce que c'est l'équivalent d'un cabinet comptable, mais en grosse structure.
Et du coup, j'ai perdu ma question. Donc là-bas, tu restes pendant 10 ans ou... Non, j'ai changé plusieurs fois de boîte. Je suis quelqu'un d'assez... Alors, t'es resté combien de temps là-bas? Je suis quelqu'un d'assez instable. Non, je plaisante. Enfin, je sais pas en fait si je suis stable ou pas, on verra. Je te le dirai à la fin du podcast. Je suis resté 4 ans. Je suis resté 4 ans avant de changer de boîte. 4 ans dans lesquels j'avais des missions de comptable junior à Luxembourg, c'est-à-dire de la saisie, la gestion de relations, relationship, avec la clientèle. J'ai eu la chance et l'opportunité d'être... encore une fois, j'appelle ça présence d'esprit parce que je me suis présenté. Il y avait des élections de délégués de personnel. Donc c'était une boîte de 400 personnes, un peu plus. Et je ne sais pas pourquoi, ni comment j'en suis arrivé là, mais je me suis inscrit, je me suis pris au jeu de l'élection. Et j'ai été élu. Donc président de délégation du personnel d'une boîte de 400 personnes. Et j'étais junior comptable, quoi. Et donc mon expérience de 4 ans, elle s'est résumée à ça. Elle s'est résumée, on va dire, à moitié comptable et à moitié représentant du personnel et représentant du management. Et à ce moment-là, pour le personnel. T'habitais toujours chez tes parents? Ouais. Et donc on est en quelle année là, 2014. Je me suis marié en 2015. Donc ouais, j'étais chez mes parents. Et alors, pourquoi tu pars du coup? Pourquoi je change de boîte? Parce que j'ai ce sentiment d'avoir fait le tour de mon expérience, de mon apprentissage. Donc ça commence à me chatouiller. Et on est venu me chercher. Enfin, on m'a attiré aussi avec de l'apprentissage. Donc je changeais pour une boîte où, donc là où j'étais, je faisais de la compta pure. Et on me propose beaucoup plus d'argent pour un poste où je fais un job qui est compta et juridique, qui englobe les deux, quoi. Bah, j'ai demandé d'abord à ce qu'on va dire, à ce que mon employeur s'aligne, ce qu'il pouvait pas faire. Bah, du coup, je suis parti. Donc pareil, c'était un cabinet aussi? Ouais, pareil. Eux, ils sont OEC, ouais. Et donc là, quand tu arrives dans ce cabinet, alors quelles sont tes missions? Est-ce que c'est vraiment différent de ce que tu faisais avant? Non, c'est pas différent. C'est gestion de portefeuille. En fait, finalement, ça revient au même, c'est de la gestion de portefeuille. Mais concrètement, enfin, au day-to-day, oui, c'est différent parce que je faisais vraiment du juridique et c'était beaucoup plus intense. Et j'ai été aussi surpris par le rythme de travail parce que j'avais plus cette casquette de délégué du personnel. Tu vois, donc j'étais 100% focus sur production comptable et juridique, enfin voilà, gestion des dossiers, quoi. Et quand tu dis juridique, c'était quoi? C'était faire les PV d'AG, voilà. ce genre de choses? Ouais, exactement. Et donc là, pareil, alors tu restes combien de temps? 1 an. J'ai détesté. C'est quoi, c'est le juridique ou... Non, j'ai détesté la mentalité. Alors je vais absolument pas dire que c'était le problème de la boîte, parce que c'est pas le cas. Je pense que c'était juste un non-match entre ma personnalité, ma vision, ma manière de voir les choses et ce qu'on attendait de moi. Et je voulais partir après 2 semaines. Hein. Après 2 semaines, j'ai dit non mais c'est quoi cette ambiance là, c'est quoi cette façon de faire. Tu vois, j'avais des remarques qui apparaissaient genre tu pars à 18h, pas à moi, tu vois, mais même à d'autres collaborateurs. Et je le voyais à des juniors, enfin moi j'étais senior du coup là-bas, et je voyais des gens qui se prenaient des remarques gratuites. C'était pour moi de la méchanceté gratuite, tu vois. Du coup, je suis quand même resté 1 an, j'ai mordu sur ma chic. Je suis resté 1 an, j'ai détesté parce que c'était difficile pour moi, mais je crois que c'était l'expérience la plus formatrice que j'ai eue sur les 10 ans. Formatrice dans quel sens? C'était au niveau métier, tu parles, ou peut-être au niveau apprendre sur le management, etc. Peut-être voilà, un ensemble. Ce qu'il faut pas faire. Non, même pas. Enfin, c'est bien d'avoir la réalité. Tu vois, c'était un reality check. J'ai appris énormément parce que c'était beaucoup plus intense en termes de volume de production. Donc j'ai plus d'expérience concrètement et les relations interpersonnelles. Pareil, donc il y avait des frictions, il y avait j'ai goûté entre guillemets à une pression négative,
nocive. Ouais. Et à ce moment-là, alors tu fais quoi? Tu démissionnes et tu cherches autre chose ou... Pareil, on est venu au bout d'un an, on est venu me proposer quelque chose. Le marché est très actif et très dynamique. D'accord? Donc c'est juste que j'étais à l'écoute. On propose, de manière générale, on te propose tout le temps. Il y a toujours des postes, mais c'est ton oreille qui est plus ou moins attentive. Donc ça vient de moi, en fait. Je voulais juste insister sur le fait que j'ai détesté sur le moment, mais qu'aujourd'hui, je l'exprimerai différemment. Tu vois, ça a été vraiment peut-être une des expériences les plus formatrices, et j'ai beaucoup de gratitude, en fait, pour ça. Je suis vraiment content d'être passé par là. Et alors, c'est quoi qui te chatouille à l'oreille, qui vient te chercher? Un nouveau poste avec la possibilité de gérer une équipe. Tu vois, il y a toujours cette notion de je veux me développer un peu plus dans mes compétences. Donc là, on me propose un poste d'assistant manager où je vais avoir une équipe de 3-4 personnes, etc. Et plus d'argent en fonction des responsabilités. C'est très important de le dire. Et c'était pareil, c'était dans un cabinet aussi, expertise comptable. Pareil, fiduciaire, PSF, ouais. Et donc là, tu restes combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi où je m'épanouis à fond la première année parce que je joue mon rôle d'assistant manager, je coach un peu l'équipe, voilà. J'adore ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je saurais pas dire. En tout cas, j'ai pas envie de remettre la faute sur les autres pour dire que ça m'allait plus. Donc, il s'est passé quelque chose. Je dois encore réfléchir sur ce que c'est. Mais quand je fais mon travail d'introspection, en tout cas, ce que ça m'a permis, cette expérience-là, c'est de faire un gros travail d'introspection sur est-ce que c'est pas moi le problème? Qu'est-ce qui fait que je bouge? C'est pour ça que je parlais d'instable tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de bouger? Qu'est-ce qui fait que ça va plus? Et entre-temps, j'ai la naissance de mon fils qui me fait prendre un peu de hauteur sur attends. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que je m'y retrouve ou pas? Voilà. Donc plein de questions de sens qui apparaissent. Et quand ça va plus quoi. En fait, j'étais pas à ma place. Soudain, en fait, je me suis retrouvé plus à ma place. Est-ce que c'est à ce moment-là, du coup, que tu te dis que tu veux reprendre tes études ou c'est encore plus tard? Non, c'est pas encore là. Non, j'étais encore dans l'inconscience, l'insouciance, entre guillemets. Donc là, je me focus sur ma vie de famille. Je me focus sur ma vie de famille. Donc, t'avais quitté ton job ou... Comment? T'avais quitté ton job et... Non, j'y suis resté. Donc je suis resté 2 ans et demi. Mais je m'y plaisais plus, en fait. Je m'y plaisais plus. Donc je traînais un peu la patte, quoi. J'allais au boulot, mais moi, j'ai un souci de loyauté, qui est pas un souci, c'est même honorable, en fait, qui est que si j'aime pas et que je donne pas à 100%, je vais me sentir... Enfin, il y a un peu cette culpabilité qui va apparaître. Voilà. Sans me faire de fausses fleurs, hein, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et donc, ça confirme que je suis pas à ma place. Et donc, alors, comment est-ce que c'est toi qui Et là, je cherche à partir, là. Cette fois-ci, c'est toi qui es là, j'ai proactif. dit, je peux pas rester. Je cherche à partir. Et alors, qu'est-ce que tu cherches? Donc là, je contacte des cabinets de recrutement, mais en fait, pareil, mais j'expliquerai après je pourrais expliquer un petit peu plus tard, ou même maintenant, en fait, c'est que cette instabilité, elle réside sur le fait que je sais pas ce que je veux. Tu vois? C'est-à-dire que je suis une route qu'on a jalonnée pour moi. C'est-à-dire, tiens, viens, il y a un poste de senior, viens, il y a un poste d'assistant manager. Si on me disait, viens, il y a un poste de manager, c'est possible que j'y sois allé sans trop de réflexion. Donc, la naissance de mon bébé m'a fait prendre cette hauteur et me poser la question, attends, qu'est-ce que tu veux transmettre? Tu vois, quelle valeur tu veux transmettre à ton fils? Maintenant, d'un coup, je prends conscience que j'ai un impact sur quelqu'un, pour de vrai. Tu vois, il y a quelqu'un qui va me regarder, quelqu'un qui va me poser des questions, et c'est là que je me dis, attends, ok, calmos, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, mes besoins de sens, ma quête de sens commence à se matérialiser, à se concrétiser, à se verbaliser.
Et je cherche quelque chose. Et secrètement aussi, j'avais une quête ou un plaisir que j'assumais pas, d'aller vers l'entrepreneuriat, d'aller à mon propre compte. Tu vois. Et ça répondait à deux sujets que j'avais. Le premier, c'était mon épanouissement. J'ai envie de me tester, me challenger, j'ai envie de le faire en fait. Ça fait partie de mon ambition. Et le deuxième, ça répondait au problème je crois que j'ai un souci avec mes managers. Donc le problème, ça doit être moi. Donc autant tester quelque chose où c'est moi mon propre chef. Pour voir si c'est vraiment ça le problème. Et alors à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis que tu vas lancer une boîte? J'ai envie de le faire. Ouais, j'ai envie de le faire. Donc à ce moment-là, je me dis, il faut que je regarde, faut que je repasse le DCG. Il faut que, voilà. Il faut que je me remette dans l'expertise comptable pour me lancer à mon compte. Parce que en soi, tu aurais pu te dire, tu vois, tu aurais pu créer une boîte qui n'était pas forcément de la compta. Oui, mais ça m'a pas traversé l'esprit. Si, ça m'a traversé l'esprit, mais c'était pas. Je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. En fait, je voulais quand même donner sa chance à la compta. Apparemment. Et donc là, tu te dis alors, cette fois-ci, faut que je passe faut que je devienne expert comptable pour être à mon compte. C'est la seule solution. Ouais, exactement. Ouais. Et donc. Pas la seule solution, mais c'est ce que je me suis dit. Oui. Et là, tu te dis, je vais repasser le DCG parce que en soi, je sais pas comment ça marche en Suisse au niveau des études. Enfin, tu pouvais pas être. Pardon. C'est pas grave. Luxembourg. C'est à côté. C'est pas trop loin. Très loin. Pas très loin. Parce que le DCG, enfin, c'est des études françaises. Tu pouvais pas peut-être rattraper un cursus en cours au Luxembourg ou. Ça m'intéressait pas. Je sais pas. Non. Mon challenge, moi, c'était mon. Tu sais, quand tu finis pas quelque chose, ça reste en pop-up dans ta tête. Tu vois, en tâche non finie, ton cerveau il te la rend et te la redonne. Et j'ai appris ça en faisant une formation de coach sur les émotions. C'est-à-dire que si tu traites pas une émotion, tu vas la refouler, elle va revenir. Elle va te dire, au fait, t'as oublié de me traiter. Donc, gère-moi, et puis après, je pourrais partir ou pas. Et comment tu fais alors pour la passer? Tu taffes et tu la passes en candidat libre? Oui, exactement, ouais. Et ouais, du coup, là, cette fois-ci, tu l'obtiens? Oui. C'est ça? Ouais, en 2 ans. Parce qu'encore une fois, j'assumais pas tellement. En fait, mon chemin vers l'entrepreneuriat, ça c'est mon cursus scolaire que j'ai un peu négligé. Je le regrette parce que avec aujourd'hui, je pense que c'est un manque de respect envers moi déjà, et peut-être que j'ai manqué de respect sans le vouloir à mes profs. Tu vois, en étant peut-être, je ne sais pas, comment ils l'ont perçu, mais j'ai jamais vraiment fait attention à ça. Et mon chemin vers l'entrepreneuriat, ouais, il a été long. Il y avait un syndrome de l'imposteur, il y avait toutes les peurs. Donc quelqu'un que je connais me disait que le syndrome de l'imposteur, tu peux l'appeler le syndrome de la flippette. Donc c'est de la peur en fait. C'est pas une vérité, ça n'engage que moi et cette personne. Mais j'aime bien cette définition. Ça me permet à moi de dire attends, en fait ce que tu as besoin c'est du courage, c'est pas d'être compétent. En fait, compétent tu l'es, sois juste courageux. Fais-le. Tu vois. Et ça m'a pris du temps pour assumer ça. Mais je l'ai fait. Donc ça pour moi c'était déjà un but à obtenir. J'ai passé le DCG, j'ai passé l'expertise comptable à Luxembourg. Donc j'ai pas passé un master à Luxembourg ou un diplôme spécifique, j'ai passé le diplôme d'expert comptable du Luxembourg. Donc ça tu pouvais le faire directement après le DCG? T'avais pas besoin du DSCG? Non, tu peux le faire à partir d'un bac plus 3 à Luxembourg, je crois. D'accord, il faudra regarder les détails. Mais comment ça se passe alors? Pareil, c'est un stage. Comment on devient expert comptable au Luxembourg? Tu passes l'examen, donc tu te formes, tu passes l'examen, et tu dois être en stage, tu dois être stagiaire expert comptable pendant 3 ans, dont 1 an obligatoirement dans un cabinet comptable. Tu peux être expert comptable au Luxembourg avec entre guillemets, un bac plus 6. Si tu passes ta licence que tu obtiens en 3 ans, et qu'après tu rajoutes 3 ans au Luxembourg. Ouais, c'est ça. Et ah oui, c'est atypique entre guillemets d'avoir 1 an. Tu sais, c'est que 1 an en cabinet, mais du coup tu peux faire 2 ans dans l'entreprise, donc c'est l'inverse de la France pour ce. Ouais, c'est ça. Je sais pas exactement comment c'est en France, mais en tout cas, c'était comme ça que ça se passait. En fait, je suivais le cursus tel qu'il était présenté. S'il fallait faire 8 ans, je pense que j'aurais fait les 8 ans. Tu vois. Et donc là, tu changes de cabinet ou
Donc quand ça n'allait pas, ouais, j'ai cherché à... Tu vois, c'est pour ça que je disais mon chemin vers l'entrepreneuriat, il était plus long enfin, il était quand même assez tumultueux. C'est que j'ai changé de job pour un job où on m'a promis des responsabilités d'entrepreneur. En fait, je pouvais être intrapreneur, à prendre le lead sur la création d'une filiale, d'une fiduciaire en France, une filiale en France. Donc moi j'ai adhéré au projet direct. J'ai dit j'ai la sécurité du CDI et je peux faire un projet d'entrepreneuriat, c'est parfait. Finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça et je suis tombé dans un job de routinier, de comptable senior, sans jamais dénigrer le travail d'un comptable senior, mais j'étais pour moi surpayé par rapport à mes responsabilités. Et il m'en fallait pas plus pour décider, assumer pleinement et dire non. Maintenant, je bouge pour moi et j'y vais. Voilà. Ça a été compliqué. Beaucoup de réflexion et peu de passage à l'action, mais ça m'a coûté. Ça m'a coûté beaucoup de temps. Donc tu rechanges encore? Alors... Donc là, non, là je reste dans la boîte et là j'ouvre mon cabinet. Et là je vais voir je cherche à me faire conseiller en fait. Je me fais coacher déjà. C'est les coachings qui m'ont permis de prendre conscience en fait de mon potentiel. Et ça m'a beaucoup aidé en fait à mettre des mots sur des freins, sur des peurs. J'avais fait une formation très intéressante sur plusieurs mois qui me permettait de concrétiser un projet. Mais même cette formation, en fait, je n'avais même pas fini mon projet. C'était juste, j'avais besoin en fait d'être nourri à l'entrepreneuriat. Et une fois que j'ai eu ma dose, je suis parti voir un expert comptable qui était sur la place pour lui demander conseil. Écoute, tu t'es lancé, voilà, c'était un peu je le connaissais pas, hein, on me l'a présenté. Donc je suis parti lui demander conseil, comment t'as fait, qu'est-ce que t'as fait, comment ça se passe, comment t'as géré le fait que tu puisses pas répondre à des questions immédiatement. Enfin, je lui ai fait part de mes peurs, de mes angoisses, mes craintes, enfin tout ce qu'on veut, et aussi de ma vision du métier, de ce que je voulais faire moi, qui je voulais être et ce que je voulais faire comme professionnel. Et à partir de là, il y a eu c'était une belle rencontre, un beau match. Et ma vision lui plaisait. Et à partir de là, il me propose de rentrer à mi-temps en salarié chez lui et l'autre mi-temps d'ouvrir mon propre cabinet. Donc à ce moment-là, tu avais obtenu ton diplôme. Oui, j'avais tu vas vite. Parce que le plus important, c'était pas obtenir le diplôme. Finalement, maintenant, c'était devenu me lancer, passer à l'action. Parce que tu disais que tu t'étais fait accompagner par un coach, ouais. C'est ça? Et plusieurs coachs. Deux, ouais. Parce que tu vois, c'est pas tout le monde qui a la démarche de se dire ok, je pense que je vais prendre un coach parce que ça peut m'aider. Comment ça t'est venu, toi, le fait de te dire ok, je vais faire appel à un coach, et c'est quoi comme type de coach? Concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai eu deux coachs géniaux. Pour pas les citer, c'est Amina d'une boîte qu'elle a créée qui s'appelle Je pilote mon changement. Elle me fascine. Là, elle fait de la préparation mentale. Enfin, elle me fascine, mais elle le sait pas. Elle le saura peut-être. Maintenant, peut-être qu'elle le saura. Et j'étais aussi coaché par Malika dans de Lyon, un cabinet de recrutement et de coaching. Donc elle place les gens après les avoir coachés. Donc elle fait du placement, et elle a été très très importante aussi dans mon cursus, dans mon chemin. Et je la remercie beaucoup pour ça. Enfin, tous ceux qui ont pu m'impacter, je suis fan. Sans parler de mes amis proches qui m'ont soutenu, qui m'ont nourri aussi dans l'entrepreneuriat. Donc mes coachings étaient focus développement personnel et professionnel. Ça m'a permis de mettre des mots sur qu'est-ce que je ressens par rapport à la naissance de mon fils, par rapport à ce que j'ai vécu moi dans mes expériences professionnelles, par rapport à ce que je veux être et qui je veux être. Tu vois, mettre des mots là-dessus et clarifier en fait qui je suis. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce que c'est la différence entre un coach personnel et un coach professionnel? Le développement personnel,
pour moi, ma vision de la chose, c'est comme ça que je l'ai emmagasiné, et au service du développement professionnel. C'est pour ça que je me suis présenté au début en disant professionnellement, je suis expert comptable. En fait, je suis même pas que expert comptable, je suis aussi coach. J'ai fait la formation, j'ai oublié de le dire, parce que c'est récent. Oh, c'est important. C'est super important. Je vais vous expliquer pourquoi c'est super important. Ça design ma façon de voir le métier des chiffres. Tu vois. On dit souvent que l'expert comptable, il est au cœur de la société, c'est une réalité, et que c'est des relations humaines, et qu'il y a toujours de l'humain dans les relations de l'expert comptable. La réalité, c'est que c'est rare. J'ai pas de chiffres, mais c'est encore une fois, c'est un sentiment que j'ai que c'est ce qui prime chez les experts comptables. Dans les cabinets comptables, la primauté, c'est on est compétent pour faire des chiffres, pour faire des déclats, pour faire des montages, pour faire ce qu'on veut, mais pas pour leur écoute et leur présence aux clients et au staff et aux équipes. Pour moi, ça commence par les équipes avant les clients, mais c'est ma manière de voir les choses. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon certificat de coach, parce que je voulais changer. Tu brûles les étapes là. Je brûle beaucoup d'étapes. Mais toi, tu es coaché d'abord. Moi, en tant que coaché, ok, alors je reviens, je rembobine. Parce que du coup, tu avais pris 2 coachs, tu avais un coach pour la partie perso. Non, les deux étaient à même de faire de faire du développement pro et perso. Business. Et c'est quoi la différence entre les deux alors? Le perso, c'est plus un état d'esprit qui va te suivre. Et dans le perso, pour moi, hein, c'est vraiment subjectif. Ça m'a permis de mettre des mots sur mes peurs, mes freins, les ressources que je peux mettre en action, que je peux utiliser pour avancer en fait. Et c'est à ça que ça sert le coaching, pour expliquer aux gens qui écoutent c'est quoi le coaching, parce que enfin, pour ceux qui savent pas, c'est pas de la thérapie psychologique. Le thérapeute va soigner le passé. Le coaching va te faire passer d'un état présent à un état futur. Okay, tu passes du point A au point B. Ça sert à ça le coaching, d'être accompagné dans le chemin. Et donc pour répéter, je répète beaucoup. T'inquiète, vas-y. Le coaching m'a permis de mettre des mots sur mes peurs, mes craintes, pour obtenir des résultats en fait professionnels. Pour enfin me dire, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais envie de me lancer en tant qu'entrepreneur et que ça commençait à être une douleur pour moi de ne pas le faire, et je le faisais quand même pas. De quoi j'avais besoin pour le faire en fait. Et c'est en faisant des coachings que j'ai mis les mots là-dessus. Et alors, de quoi t'avais besoin? J'avais besoin de courage, de sens. Est-ce que tu l'as trouvé ça? J'ai trouvé. Comment tu l'as trouvé? C'était justement cette rencontre avec l'expert comptable qui t'a... Non, ça c'est entre moi et moi. La quête de sens, c'est une introspection pure et dure. Et on devrait commencer tous les podcasts et toutes les formations scolaires et tout ce qu'on veut, tous les jobs du monde en se disant, travaillez sur vous-même. Tu vois, quand tu es au clair avec toi-même, déjà, ça va te faire gagner du temps et de l'énergie. C'est-à-dire que si ça te plaît pas, la position où tu es, tu changes. Comme dit l'adage, si la situation te plaît pas, bouge. T'es pas un arbre. J'aime bien cette phrase. Et donc être au clair sur soi, ou en tout cas avoir une bonne idée de ce qu'on veut faire et où on veut aller, ça enlève beaucoup de barrières. Voilà. Donc moi, le coaching m'a permis de faire un travail d'introspection via un accompagnement, mais il n'y a pas de honte en fait. C'est même génial d'être accompagné, parce qu'on n'a pas forcément les... Quand tu as la tête dans le guidon, c'est dur de savoir où tu vas, quoi. Et donc vient un questionnement, tu mets des mots sur ce que tu veux et comment tu vas. Voilà. Donc moi, ma volonté d'entreprendre, elle était là, et j'ai réussi à y aller. Comment? Alors à ce moment-là, quand tu te faisais coacher, t'étais à mi-temps chez l'expert comptable? Non, j'étais dans l'avant-dernière expérience, j'étais salarié surpayé. Ok, oui, c'était... Au point où... C'est ça aussi qui t'a fait dire qu'il fallait pas que tu restes là parce que t'étais pas heureux. Mais j'étais même allé voir le numéro 1 de la boîte en lui disant, je ne suis pas rentable.
Je lui ai clairement dit, sache que les missions que je fais, mais il m'a remercié pour ça, et pour ma franchise, mon honnêteté, etc. Il m'a dit, mais je peux rien faire pour l'instant, parce que structurellement, j'avais pas la possibilité de faire d'autres choses. Tu vois. Donc, il me gardait en tant que comptable senior pour l'instant, mais moi, j'en avais sous la pédale et je voulais, en fait. Je voulais faire autre chose. Et c'était juste pas le moment. C'était une question de calendrier et de timing. Voilà. Et donc, mes besoins n'étaient pas satisfaits à ce moment-là. Donc, je suis resté 1 an. Et au niveau, le coach professionnel, ça t'apporte quoi de différent, du coup, du coach perso? Ou est-ce que pour toi, Non, c'est les deux, Ouais, ouais. Pour moi, vraiment, ma croyance, c'est que tu peux pas séparer les deux. Tu peux pas séparer les deux. Ok. Tu peux pas te dissocier de qui tu es personnellement pour un objectif professionnel. Je n'arrive pas à concevoir ça. Oui, tu dois, entre guillemets, affronter, comme tu disais, tes peurs, tes biais, toi en tant que personne, pour après peut-être trouver ce dans quoi tu vas t'épanouir au niveau professionnel. Exactement. Te connaître, être conscient de ce que tu veux, ce que tu peux et ce que tu vas faire. Et ça passe par se connaître personnellement, quoi. C'est-à-dire qui suis-je dans des situations, parce que le professionnel, finalement, ça ne reste pas moins que des relations avec des gens, hein. Donc c'est des relations interpersonnelles. Si j'aime pas la tête de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire chez moi, tu vois? C'était ça les questions. Je t'aime pas. Mais en fait, c'est pas toi que j'aime pas, c'est que tu renvoies quelque chose. Il y a un effet miroir. Tu renvoies quelque chose chez moi et je le questionne, tu vois? Et du coup, tu cherches enfin, tu relativises. Tu deviens un peu plus indifférent, ou tu prends mieux les choses par rapport aux gens, par rapport aux stimuli externes, et tu te responsabilises sur ce que tu fais. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Enfin là, peut-être s'il y a des personnes qui nous écoutent, ça va leur donner peut-être envie d'aller voir un coach, parce que c'est pas rare de se sentir mal dans sa vie ou dans son job, ou de pas savoir ce qu'on veut faire. Coach et thérapeute aussi, s'il faut, hein. Tu sais, il y a les psychothérapies, c'est quelque chose qui a, enfin, je sais pas, dans mon imaginaire, qui est toujours difficile à accepter parce que mal compris, mais quel que soit le moyen de chercher à se connaître, serait-ce que même de la méditation 5 minutes tous les matins, enfin peu importe, mais si tu cherches à te connaître mieux pour t'améliorer, pour savoir comment tu fonctionnes, pour avoir du sens en fait, tu vois, c'est bien. Va, fais, quelle que soit la forme. Coaching, c'est bien. Enfin, tout est bien tant que l'intention derrière est bonne, en fait. Et quand tu dis que quand tu veux rejoindre l'expert comptable pour être à mi-temps, est-ce que c'est pas une option pour toi de te dire je vais lancer vraiment mon cabinet à plein temps? T'avais besoin un peu de cette sécurité de... Ah, il m'a donné de la sécurité, c'est clair et net. Moi, je suis parti le voir tremblant, plein de courage, conquérant, en mode je veux ouvrir ma boîte, c'est sûr, je vais le faire. Mais dès qu'il m'a dit, ben, tu sais quoi, travaille pour moi à mi-temps, il m'a donné de la sécurité, un filet de sécurité, j'ai dit, mais bien sûr. Bien sûr que je travaille pour toi à mi-temps, il n'y a aucun problème. C'était une opportunité que finalement j'ai créée. Tu vois, c'est en échangeant, en discutant de mon projet, de ma volonté d'avancer, etc. Ça s'est créé, ça s'est designé, entre guillemets, sur mesure. Et ça, c'est une chose que j'ai envie de donner et que j'ai envie de partager avec ceux qui écoutent ou ceux que ça peut intéresser. C'est que fais des choses qui vont dans ton sens, qui nourrissent ton ambition, qui nourrissent ton désir, qui nourrissent ta vision de la vie en fait. N'attends pas que ça t'arrive. Ah bien sûr. Dessus. Oui, c'est clair et net. En fait, c'est naïf, ou je sais pas, de penser que ça va nous tomber dessus. J'ai longtemps pensé que je méritais d'être expert comptable indépendant, même entrepreneur ou tout ce que tu veux, sans rien faire. Tu vois? Ça n'a aucun sens, je te l'accorde. Mais c'était une vraie croyance que j'avais, c'était que je me disais oui, c'est sûr que tôt ou tard il y a quelque chose qui va se passer. Mais non, mais si tu fais rien concrètement qui nourrit ça, t'auras rien. C'est tout. C'est basique, mais c'est simple comme dit l'autre, mais c'est pas facile. Et quand tu crées ton cabinet au Luxembourg, tu le crées tout seul, ou tu avais un associé? Oui, tout seul. Tout seul? Ouais. Ça te faisait pas peur d'entreprendre tout seul? Si. J'ai voulu le faire tout seul. Alors non, je l'ai fait tout seul parce que
j'en avais marre de discuter. D'accord, j'ai discuté avec des amis proches j'ai cherché à m'associer, j'ai parlé, j'ai brainstormé. Ça fait des années que je parle d'entrepreneuriat à mes amis, hein, et qu'on en parle et qu'on se nourrit de ça. Que tu les saoules. Je pense pas que je les saoule. Ouais, faudra leur demander. Mais en tout cas, les échanges étaient tout le temps très riches et on partait toujours avec une bonne énergie, tu vois. Et je dis beaucoup trop, tu vois. Et je suis dans le visuel. Et C'est parce que tu vois, quand j'ai dit tu saoules, c'était la petite blague, mais parce que je trouve que des fois, tu vois, on a envie, par exemple, d'entreprendre, et en fait, on en parle, on dit oui, j'ai envie de le faire, etc. Et des fois, il suffit d'un petit déclic, de pousser sur le bouton pour passer le pas. Tu vois, quand je dis tu saoules, c'était dans le sens où t'en parlais, mais tu franchissais pas le pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais j'en parlais pas pour me plaindre. Je comprends absolument ce que tu veux dire. Mais quand j'en parlais, c'était vraiment, je pense qu'on se nourrissait mutuellement de ce besoin d'entreprendre, cette envie d'entreprendre. C'était pas de la plainte. C'était plutôt qu'est-ce qu'on attend pour le faire. Et donc, j'en ai eu assez discuté, donc j'ai dit, ok, je le fais. Et ça ferme pas la porte à des associations futures, en fait, tout simplement. C'est juste que moi, dans mon calendrier à moi, il faut que je le fasse maintenant. Tu vois, chacun a sa situation, voilà. Mais moi, mon timing, c'est maintenant. Donc, go. Et là, tu crées ton cab, et comment tu le voyais, ton cabinet, comment tu l'imaginais? Est-ce que c'était un cabinet classique? Non. Ou... Il est hors de question que je fasse un cabinet classique. Déjà, pourquoi? Parce que déjà, je sais pas ce que ça veut dire. Et ça a l'air ennuyant. Ça l'était pour toi? Ça a l'air ennuyant encore aujourd'hui, en fait. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire un cabinet classique. Parce que chacun fait à sa mesure. Et j'ai toujours eu la fausse humilité. En tout cas, c'est pas du tout de l'humilité. Mais j'ai toujours été ambitieux. Et il est hors de question que je fasse un truc qui manque d'ambition. Pour moi, selon mes critères. Et quels étaient tes objectifs alors justement en créant ce cabinet? Est-ce que c'était, je sais pas, un chiffre d'affaires, un nombre de clients, un nombre de collaborateurs? Non, c'était pas aussi concret. Ma volonté, c'était d'être un acteur, concret en termes d'objectifs mesurables. C'était d'être un acteur de référence. C'était d'être l'expert comptable du Luxembourg. Tu vois, the place to be. Il y a la Chambre du commerce du Luxembourg qui agit comme one-stop shop. C'est-à-dire qu'elle conseille les gens qui veulent entreprendre, elle les accompagne, il y a des petites formations, etc. Je me situe à ce niveau. C'est dire la grosse tête du mec. Non, mais c'est bien. C'est bien d'avoir de l'ambition et de pas le... Tu vois, justement, de pas se dire... Non, c'est trop... Parce que... Non, mais c'est même pas... Même aujourd'hui, j'y crois mais fermement. Enfin, je remets pas en doute le fait que je peux impacter, ou en tout cas avoir devenir quelqu'un de référent, de confiance, surtout c'est important pour moi, de référence là où je suis. Et donc si c'est impacter 5 personnes, c'est une personne, c'est déjà ouf. Et comment ça se passe justement, parce que tu entreprends, mais t'as jamais entrepris avant? Est-ce que tu sais ce que c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que tu sais comment on fait? Oui, parce que je consomme, je peux pas imaginer le nombre d'heures de lecture, de vidéos, d'écoute, de podcasts sur l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce que t'avais comme support, par exemple? C'est-à-dire support? En podcast, je sais pas si tu regardais des vidéos. Google Podcast, entrepreneuriat. Voilà ce que je faisais. T'as des exemples à nous donner? Mathieu Stéphanie, le classique, ouais, Do It Yourself, voilà. Le podcast de Postadem. D'ailleurs, c'est avec eux que j'avais fait la formation en side project. Tu peux expliquer c'est quoi le concept de Postadem? Postadem, déjà le nom, il claque, il pique, tu vois. Et j'aimais le côté assumé je suis pas à ma place dans le salariat. Ça répondait à mon besoin, à mon questionnement à l'époque, en fait. J'ai pas l'impression d'être à ma place dans le salariat. Qu'est-ce que je peux faire? Et la solution, ce que eux offraient, c'était un accompagnement sur 3 mois. Je parle de l'époque, ça remonte à quelques années. Sur 3 mois où tu montes un projet de A à Z avec des étapes, très carré, très bien fait. Il y a des coachs, des mentors et un groupe d'échange. Et c'était génial, en fait. C'était une très belle expérience. Ça m'a permis
Et c'est là que j'ai mis le plus de mots sur mes peurs. Et j'ai fait une liste d'une peut-être une trentaine de peurs. C'est là que je me suis dit, ah oui, il y a un sujet. T'en avais beaucoup quand même. Ouais. Il y avait un vrai sujet. Et tant mieux. Ça m'a permis de prendre conscience. Tu vois, c'était ce qui me paraissait une montagne ou plutôt un trou noir, c'est devenu une feuille A4 avec des mots. Tu vois, finalement, c'était ok. Mais des fois, rien que de mettre des mots déjà dessus, ça nous aide. Absolument. C'est thérapeutique. Quand tu deviens conscient de, entre guillemets, ce qui te freine, c'est déjà un premier pas vers le mieux après. Ouais. Donc, est-ce que tu disais que peut-être tu avais lu des livres ou tu regardais des vidéos, je sais pas, est-ce que tu regardais des vidéos de Oussama Ammar ou ce genre de choses? Bien sûr. J'ai toujours adoré ces vidéos. Pour moi, c'était du développement personnel, ça. C'était même pas du développement professionnel. C'était juste, j'adore le fait qu'il s'autorise. En fait, c'est ça. Il se permet de réussir, en fait. Et ça, c'était une des choses que je faisais pas. C'était se permettre de réussir. Non, parce que ma construction faisait que je voyais les choses en petit. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, j'aime pas qu'on dise le petit stagiaire ou le petit jeune. En fait, c'est inconsciemment réduire le potentiel de quelqu'un, même si c'est bienveillant, même si c'est pas méchant. Donc lui se permettait ça, et tous ceux que les vidéos de motivation, enfin, c'est un grand bazar de développement personnel. Et comme quoi on peut apprendre des choses aussi, il faut faire entre guillemets l'effort un peu d'essayer de se former à d'autres choses que ce que tu vois à l'école, potentiellement du développement personnel, si on veut entreprendre, mais il y a plein de podcasts, il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de livres qui existent, et il faut aussi faire nous un pas vers ce qu'on veut faire. Ce que je fais aujourd'hui et que je recommande de faire, parce que consommer du contenu c'est bien, d'accord, mais ça m'a pas empêché de rester des années avant de commencer à faire un travail sur moi. Okay, donc il y avait juste un intérêt, c'était clair, l'entrepreneuriat il était là, je le nourrissais très bien. Finalement, c'est quoi le next step? Ok, se lancer. Pourquoi je le fais pas? Et je me questionne. Aujourd'hui, ce que je fais, ce que je conseille de faire, et ça vient du cœur, clairement, c'est regarde dans ton entourage quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui a fait ça. Pas forcément quelqu'un qui a réussi ou quoi, mais juste quelqu'un, et c'est ce que j'ai fait moi pour me lancer, c'est que j'ai été voir quelqu'un qui est expert comptable seul, tu vois, en fait, ce à quoi j'aspire, mais à court terme, ou même à long terme, hein, c'est très bien, qui peut le plus, peut le moins. Mais va voir quelqu'un concrètement, dans ton entourage, t'as forcément quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire, et discute avec lui. Salut, j'aimerais juste discuter. Et ça, je l'ai fait, et j'ai été, le retour que j'ai eu, ça m'a enrichi comme jamais, et plusieurs fois. De se nourrir de l'expérience des autres, au final, ça nous fait entre guillemets gagner du temps parce que c'est une expérience que nous on n'a pas à faire et on apprend par l'expérience des autres. Ouais, et surtout tu lui demandes comment t'as fait en fait. Et les gens adorent parler d'eux. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je parle de moi. Et ça te donne un exemple concret. C'est pas quelqu'un que j'ai entendu dans un podcast qui a réussi parce que je connais pas sa vie. L'autre, il est à côté de moi. Donc je peux lui poser la question, je vois son environnement, je vois ses difficultés, je vois concrètement, c'est concret. Tu vois, c'est pas du rêve. Et ça m'a beaucoup nourri. Donc je conseille vraiment à tout le monde où tu veux aller, va voir la personne la plus proche, ou au hasard, hein, sans la connaître. Et dis-lui, est-ce que vous avez 15 minutes à m'accorder? J'ai des questions, comment vous avez fait? Voilà. C'est tout. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve Abdelhadi pour la suite de son parcours en France. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.